Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hubelblatt. Aujourd'hui, ma review de l'épisode 7 qui, très honnêtement, je pense, aurait pu conclure la saison 1. Encore une fois, je ne sais pas ce que va nous révéler, ce qu'a pour nous en tout cas, ce qu'en réserve à la fin de cette saison 1. Si tant est qu'il y ait bien 12 épisodes comme c'est mentionné. Mais tout comme je considérais que la saison 1 d'Eden Zero aurait dû se terminer lors de l'apparition de Xiaomei, mon instinct me souffle que cette saison 1 du Blatt aurait dû se terminer avec cet épisode-là. Pour deux raisons. Déjà parce que ça conclut plutôt bien les événements introduits depuis l'épisode 1. On a une sorte de boucle, c'est-à-dire qu'on sait qui est le personnage de Komzel. On sait globalement son passé, on ne sait pas tout bien évidemment, mais on en sait suffisamment pour comprendre ses motivations, pour être même prêt, comme nos personnages à la fin de cet épisode, à le suivre dans son voyage, malgré les risques, malgré les dangers. Et de deux, je ne peux pas du tout être sûre de moi sur ce coup-là. Ce n'est qu'une supposition, encore une fois, basée sur mon instinct, basée sur ce que la narration m'aura appris en plus de 20 ans, des différentes œuvres que j'ai consommées. J'ai le sentiment que des parties du manga nous ont été coupées dans cette adaptation animée. Principalement pour deux raisons. Le cas du frère de Hato, qui est à peine mentionné et on ne voit pas ce qui s'est passé. C'est genre Hato, elle est en mode vengeance, mais en fait non, t'as sauvé mon frère en 2-2 sans qu'on ait vu quoi que ce soit. Sans que ça paraisse logique s'il n'y a pas des éléments complémentaires qu'on n'a pas. Et de deux, pour l'une des lames de Glenn, donc cet homme au Rosen, je crois qu'il s'appelle, Rosen, aux cheveux bleus, qui, de la même manière, à moins que j'ai cligné des yeux un peu trop longtemps pendant les épisodes, passe de on va l'attaquer parce que c'est un danger à mon Dieu, je veux pas le livrer à l'Empire parce que c'est un héros. Sans progression naturelle entre les deux états. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression qu'il nous manque du contexte. Si c'est dû à l'animé, c'est très dommage et j'ai peur de ce que ça peut amener sur la suite de l'histoire. Si on est sur une adaptation partielle à ce point, soit si c'est des faits du manga, là malheureusement l'animé fait un petit peu ce qu'il peut, et là je ne peux blâmer que la source d'origine. Encore une fois, ne connaissant pas le manga, je peux pas faire une analyse comme du Fruit Basket par exemple. Fruit Basket, ça reste l'œuvre, manga en tout cas, qui m'aura le plus marqué de toute ma vie de lectrice. Pour plein de raisons que je vais pas évoquer ici. Et même si j'aime beaucoup l'adaptation de 2019, qui est beaucoup plus fidèle à ce qu'est pour moi Fruit Basket en manga que sa version de 2001, il n'en reste pas moins que c'est une version qui est loin d'être parfaite et qui est même dommageable à certains endroits aux matériaux d'origine. Donc c'est dommage que les gens ne poussent pas forcément vers le manga pour voir l'œuvre telle qu'elle était prévue à la base. J'ai ce sentiment-là avec Hubelblatt également. Donc c'est toujours compliqué de faire une adaptation d'un média à un autre. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire passer, par exemple, dans un livre, mais qui se retransmettent pas forcément de la même façon et aussi bien en film, par exemple, ou en série. Je vais prendre un cas qui est assez récent et qui fait assez polémique ces derniers temps, et à raison d'ailleurs. Harry Potter. Les premiers films sont sortis en 2001, et je crois que le dernier c'est 2011 ou 2010, enfin, dans ces eaux-là. Il y a à peu près 10 ans de Harry Potter. Et aujourd'hui, on veut nous faire un reboot en série, alors que le dernier film a même pas 15 ans.
Et c'est purement pour du marketing, c'est purement pour se faire de la thune, clairement. Il y a pas mal d'éléments des bouquins d'Harry Potter qui ont été coupés pour les films, pour plein de raisons différentes. Certaines à raison, certaines c'est plus discutable. Une des grosses critiques, par exemple, ça peut être le passé de Dumbledore et de Voldemort, qui est très peu évoqué dans les films, alors qu'ils ont quand même une place assez importante dans les bouquins, surtout le tome 6. Je peux faire cette comparaison également avec Seven Deadly Sins. Lors de la quasi-fin, genre épisode 19, épisode 20, je sais plus très bien, de la saison 2 de Seven Deadly Sins, il se passe un événement majeur de la série qui pour moi aurait dû conclure cette saison 2. Mais on a 5 épisodes de plus qui condensent un truc qui aurait pu durer une moitié de saison, soyons très clairs. Et en fait, la situation est mal expliquée sur ce qui se passe, et quand tu n'as que l'animé, t'as un petit peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on est passé d'un point A à un point B. Alors que le manga, notamment avec du texte, est beaucoup plus explicite. Bah voilà, tout ça pour vous dire que j'ai ce sentiment-là avec Hubelblatt, qui est vraiment dommage parce que j'apprécie beaucoup l'animé. Mais voilà, j'ai peur de tomber dans un piège qui peut me donner une mauvaise image d'une œuvre qui autrement est peut-être très très bonne. Donc voilà, je réserve mon jugement, la saison n'est pas finie. Mais voilà, arrivé épisode 7 qui est actuellement, à l'heure où j'enregistre, on est le 22 février, c'est le dernier épisode sorti, l'épisode 7. Voilà, j'ai un petit peu... Nya, j'attends de voir sur quoi on va partir. Pour parler maintenant, après ce petit laïus de quasiment 7 minutes de l'épisode en lui-même, on retrouve du coup Kenzel dans sa forme presque bestiale quelque part, vraiment, en train de décimer un petit peu tout ce qui passe à portée de lui, jusqu'à globalement reprendre plus ou moins ses esprits, en tout cas arrêter de rire et de pleurer en même temps, surtout de cette façon aussi folle, on va dire, dérangée, traumatisée peut-être même d'une certaine manière, pour achever du coup son ennemi. Et clairement, il a aucune pitié. Quelque part, il est même content en fait que ce traître soit resté un salopard, parce que comme ça, bah, il a moins de remords en fait à accomplir sa vengeance. Et je comprends totalement. Un gars qui a fait des mauvaises actions quand il est dans son passé, mais qui depuis potentiellement s'est rendu compte de ses erreurs ou essaye de faire mieux, en tout cas de ne pas faire de mal, t'as toujours un peu de scrupule, quoi. Tu te dis, ouais, il a fait des erreurs, mais en même temps, est-ce que la rédemption, le pardon ne sont pas des bonnes choses à vouloir même pour nous? C'est souvent pour ça que les scénarios de vengeance, généralement, ça amène rien ça amène à rien de très positif, parce que oui, avoir pour but dans ta vie de te venger, c'est parfaitement légitime. C'est l'essence même du personnage de Sasuke dans Naruto, par exemple. Mais en ayant uniquement ce but-là au cœur et en refusant, par exemple, de s'attacher à d'autres personnes ou de se laisser peut-être aller à un avenir meilleur, ce qui est par exemple le chemin que semble prendre, malgré tout, Ciel de Black Butler, bah, c'est vrai que tu risques d'arriver, quand tu as atteint ton but, à une sensation de vide que si tu n'as rien construit à côté, tu n'arriveras pas à combler. Et la vengeance, généralement, en n'entraînant que la vengeance, comme on le voit un peu dans cet épisode également, bah, le problème, c'est que c'était tout le principe du discours de Pain dans Naruto, par exemple, qui pour moi reste encore aujourd'hui un des meilleurs trucs faits au niveau du manga. Vraiment, à ce niveau-là, Kishimoto, il a vraiment tapé dans le mille parce que Pain est terriblement juste dans sa vision qu'il a du monde. Je trouve, par rapport à mes idéaux à moi, en tout cas, je comprends totalement d'où il vient et pourquoi il pense ça, et je suis totalement d'accord avec. Tout comme je suis également totalement d'accord avec la vision qu'avait Eren de l'attaque des Titans pendant une grosse partie de la fin de la série, jusqu'à cette fin, dirons-nous, controversée que je n'approuve absolument pas, et qui pour moi retourne complètement l'intérêt de la série. Mais bon. Et donc du coup, et la sœur de Atto, justement, la princesse Sharen, explique même que bah oui, il est en train peut-être de tuer des jeunes filles, mais en même temps, de cette façon-là, il libère leurs âmes et elles sont en paix en fait. Ça fait mal, c'est dur, mais au moins voilà.
Et puis, il se passe un truc, c'est qu'après avoir tué son ennemi, Konzen rétrécit, on va dire ça comme ça. Atto nous précise qu'il est devenu extrêmement léger et que ses membres sont tout atrophiés. Et on va découvrir un peu plus tard qu'effectivement, c'est comme s'il avait rapetissé presque. Un petit peu comme un Luffy à la One Piece, après l'utilisation de son oui, de son Gear Sword, par exemple. Et donc, ils vont aller se cacher dans une grotte, histoire de récupérer un petit peu, et ils vont finir par retomber sur Pipi et sur Althea, qui du coup, bon, ont dû un petit peu, comment dire, slalomer entre les arbres pour éviter de se faire avoir par l'armée du comte. Et globalement, donc elle retombe sur Vido au moment où il y a une grande procession qui est en train de se faire en l'honneur du comte et de son lieutenant, de Fargo. Et donc, bah, Pipi, qui est la plus sensible, on va dire, du groupe, je pense, a vraiment mal au cœur de voir que les gens vénèrent ce mec qui a fait des choses terribles. Et elle n'est pas la seule à penser ça. Et on a notamment Zephy qui court un petit peu après la procession en larmes parce que bah, Fargo est mort. Et en fait, comme il était endormi, voire inconscient après le coup qu'il s'est pris quand Fargo a essayé de le tuer, il connaît pas la vérité. Et visiblement, personne ne la lui a dit, puisque Althea et Pipi ont dû se barrer. Donc, ça lui crève le cœur en fait de voir que Zephy a autant de peine pour le gars qui est littéralement responsable de la mort de ses parents, quoi. C'est terrible. Et donc finalement, la procession finit par passer dans un lieu qui est très cher au cœur de Kanzen, puisque c'est un espèce de tombeau où sont notamment enterrés pas mal de ses, ou en tout cas sont tombés pas mal de ses camarades de la guerre d'il y a une petite vingtaine d'années. Et alors que lui était en train de se recueillir, bah, ça fait un peu mal au cœur à tout le monde d'entendre tous les gens le vanter pour ses qualités, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Mais voilà, Kanzen est totalement réaliste sur la situation. Il se dit, oui, votre colère, elle est légitime et j'ai ma vengeance. Et d'ailleurs, je vous le dis tel quel, hein, j'ai l'intention de tuer ces mecs-là. Mais voilà, je reste un meurtrier qui a fait beaucoup de mal aux gens de l'Empire qui sont innocents et qui n'y sont pour rien, en fait. Et qui croyaient réellement dans les bonnes choses qu'a fait ce mec. Donc, Kanzan est vraiment un personnage très intéressant, que j'aime beaucoup au niveau moral. Il est déterminé sur sa quête, maintenant qu'il a repris du poil de la bête. Mais voilà, il sait que le chemin qu'il prend, c'est pas le chemin recommandé, quoi, globalement. Donc, c'est intéressant. Et puis donc suite à ça, donc Vido décide de partir avec Sharen pour la protéger, puisqu'elle était en danger et que c'était sa mission. Donc Vido nous quitte malheureusement dans cette partie-là, avec le loup ailé de Atto. Pendant que de son côté, Atto, Pipi et Althea décident de suivre Kanzen, d'être à ses côtés dans son aventure, dans sa quête. Et même lui, clairement, il est touché par la tension. Il le montre pas plus que ça, mais on le comprend dans son regard, dans sa réaction. Il s'attendait pas à avoir qu'à avoir de la compagnie en fait. Et quelque part, il est très touché par tout ça. Donc, c'est vraiment très mignon. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Quoi dire de plus sur cet épisode-là? Voilà, donc que Rosen, du coup, à la fin, est sommé de raconter au marquis Glenn, du coup, tout ce qu'il a plus ou moins vu pendant ce petit arc-là. Et il est en conflit d'intérêt total et tout, il hésite, machin et tout. Mais encore une fois, j'ai pas compris d'où c'est sorti en fait. Donc, des explications, ça aurait été bien. Vraiment. Ou alors on aura des flashbacks plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, voilà. Donc ouais, c'était un très bon épisode qui conclut du coup cette partie-là de l'histoire, mais qui me fait craindre pour le reste de la série. Un peu comme Shadow House à l'époque. Shadow House, j'avais senti que la fin de saison 1, clairement, c'était du anime only. Que clairement, ça faisait pas partie de la trame narrative habituelle qui venait du manga. J'avais pas lu le manga, mais dans la narration de l'anime jusqu'ici, ça se sentait pas. On n'en est pas à la catastrophe qu'a été The Promised Neverland, mais voilà. Donc, à voir sur les prochains épisodes. Je réserve mon jugement. Je me suis peut-être trompée, on verra où ça va, mais voilà, je vous fais part quand même de mes doutes à ce niveau-là. Voilà, voilà. Sur ce, bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8. Et puis, bah, en attendant, voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne s'il y a d'autres trucs qui peuvent vous intéresser. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Bye.